BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le grand journal de New York, c'est parti. On démarre tout de suite avec les faits marquants de la semaine. Et pour parler de ces faits marquants, avec nous, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services ici à New York. Grégory, merci d'être avec nous. On va parler de la distribution. On en parle souvent, c'est compliqué, on le répète. Et puis là, cette semaine, on a eu Best Buy, le Darty à l'américaine, qui a publié ses résultats trimestriels. Le carton, le titre a explosé le jour de la publication des résultats. C'est quoi là? On pensait que la distribution n'allait plus. C'est un cas isolé ou ça veut dire qu'il faut reprendre espoir dans le secteur? J'allais répondre, et vous le dites déjà, c'est un cas isolé. C'est-à-dire que Best Buy a vraiment bénéficié sur ce trimestre de circonstances particulières. Mais il faut aussi dire que Best Buy est peut-être la seule compagnie dans un domaine de distribution qui a vraiment survécu à l'assaut de l'Internet depuis que Hubert Joly a repris la direction de Best Buy il y a plus de 5 ans. C'était une compagnie, un français, et excellent patron français, peut-être le meilleur qu'on ait. Il a réussi non seulement à redresser une compagnie, mais une compagnie qu'on disait aller vers la faillite. Oui, et maintenant, on en est très très loin. On ne se rend peut-être pas compte en France. Ouais. Non seulement le secteur, c'est quand même une réussite dans un secteur qui est difficile, mais il y a quelques années, on ne pariait pas beaucoup sur le futur de Best Buy. On ne pariait pas sur le futur de Best Buy, ni des compétiteurs. Et tous ces compétiteurs ont disparu, en fait. Alors ça, c'est la première chose. Best Buy, maintenant, on peut dire, c'est la seule grande chaîne indépendante de distribution d'électronique. Autrement, si vous achetez de l'électronique, vous pouvez aller dans des grands magasins, chez Target, etc. Mais le choix sera vraiment très petit. Donc Best Buy, c'est quand même la meilleure solution. Alors en plus, sur le trimestre, ils ont bénéficié du lancement d'un jeu, d'une plateforme de jeu, Nintendo Switch. J'ai pensé en fait que si on est un joueur de jeux électroniques et qu'on veut acheter un nouveau jeu, on a envie de le voir, on a envie de le toucher, on a envie de l'essayer. Et là, peut-être que l'Internet, qui fait toujours vraiment la compétition dans la distribution à tous les produits, pour un jeu électronique, c'est un peu difficile. Donc, je crois que ça a amené beaucoup de monde dans les magasins. Cette plateforme Nintendo a été un très gros succès. Et c'est ça qui a fait, en fait, que les ventes à magasins comparés sont en hausse de 2% sur le trimestre au lieu de la baisse de 1,5% qu'on attendait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trimestre prochain, on revient sur une tendance bof-bof? Je dirais pas ça, parce que la tendance, elle a été très bonne, parce que les magasins ont aussi changé. Ils ont ouvert des petites boutiques indépendantes dans l'intérieur du magasin. Vous avez le stand Microsoft, par exemple, etc. Et puis aussi, il y a cette tendance que si on achète de l'électronique sur Internet, on a un peu peur que votre télévision que vous allez acheter, votre appareil de photo, on va vous le livrer, on va le laisser devant la porte, et puis le lendemain matin, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus d'appareil de photo, on vous l'a volé. Donc il y a beaucoup de gens qui, en fait, vont sur le site de Best Buy, qui maintenant a les mêmes prix pratiquement qu'un Amazon, commandent leur téléviseur ou leur appareil de photo ou quoi que ce soit d'électronique et vont le chercher en magasin. Il y a un service exprès pour aller chercher ce qu'on a commandé et ça amène beaucoup de monde aussi. Mais oui, c'est la clé. Et en se disant aussi que on va chercher ce qu'on a commandé sur Internet et puis on regarde aussi à droite à gauche et puis là peut-être aussi des achats spontanés. Voilà, spontanés, je ne sais pas, mais c'est le cross-selling. Donc vous rentrez dans le magasin pour chercher votre téléviseur et puis peut-être que le vendeur de Best Buy, qui est peut-être pas trop bête, va vous vendre un DVD player, Blu-ray, etc. Il faut avoir des produits énormes pour marcher dans ce secteur du retail. Alors, le retail électronique, c'est assez particulier. Autrement, je dirais que dans le retail, qu'est-ce qui marche? Il y a deux choses qui marchent bien. Alors évidemment, on va pas toujours dire Amazon, mais c'est la réalité. Amazon est en train de tout tuer. Et puis il y a quand même les discounters qui s'en sortent très bien. Pourquoi les discounters s'en sortent très bien? Donc les magasins tels que des Costco ou des Walmart, tout simplement parce que... Est-ce que ça existe là? Peut-être pour comprendre là en France. Est-ce qu'on a des Costco en France? C'est un peu des centrales d'achat, des clubs d'achat. Vous avez un abonnement que vous payez annuellement et vous achetez en gros. Alors, si vous habitez dans un 3 pièces en France, vous n'allez pas acheter 50 boîtes de café soluble. Alors que l'Américain va le faire. Il y en a peut-être 10. D'accord. J'ai fait mes courses Costco. Moi aussi, j'adore. C'est pas mal, hein? C'est super. Voilà. Et en plus, ces magasins offrent de la nourriture. Et la nourriture en ce moment aussi est quelque chose qui est en fait relativement cher. Si vous faites vos courses dans un supermarché normal, c'est cher. Vous allez chez Discounter, vous avez des très bons
produits. Donc ça marche bien. Et puis il y a je dirais ce milieu, ce ventre mou de la distribution, les grands magasins traditionnels, les petites boutiques un peu à la mode, mais la mode va durer que 6 mois, qui sont un peu... On a eu Sears le même jour que Best Buy. Là aussi, le titre a grimpé de 27%. Oui, alors pas pour les mêmes raisons. Alors d'abord, le titre Sears... Comme tout le monde sait ou pense que Sears va faire faillite assez rapidement, vous aviez des positions à découvert énormes. Hein. Plus du tiers des actions étaient ce qu'on appelle vendues à découvert. Ok, c'est une chose. Sears, ils ont quand même perdu 210 millions sur le trimestre, hein, ce qui est pas bien. Hein. Quand on vend quelque chose, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour en perdre. Sauf qu'on pensait qu'ils allaient en perdre 220. Alors, résultat des courses, ça fait pas une grande différence. Ils ont fermé 300 magasins. Ils avaient 1500 magasins l'année dernière. Ils en ont plus que 1200. On entend que leurs fournisseurs n'ont plus vraiment envie de leur livrer des produits parce qu'ils ont peur de pas se faire payer. Ouais. Leur dette a doublé en une année. Pas terrible. Je dirais que comme investissement et comme projet d'avenir, non. Le magasin n'est pas mort. On a eu également cette semaine Amazon qui a ouvert ici à New York son bookstore. Oui. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'ils essaient de faire? D'abord, ils n'ont pas besoin d'ouvrir des bookstores puisqu'ils sont le plus grand vendeur de livres au monde sur Internet. Mais je pense qu'il y a encore évidemment une place pour les librairies et je pense qu'ils veulent inspirer un peu un nouveau modèle. Vous savez que quand vous allez sur le site pour regarder les livres d'Amazon, qu'est-ce que vous voyez en premier, à part la couverture du livre? C'est la critique des lecteurs. Et c'est même très intéressant parce que vous avez des tas de gens qui vont faire des critiques en général qui sont plutôt de qualité. Et je pense que ces librairies d'Amazon, il y en a très peu, ça va être en fait un choix, au lieu que ça soit forcément le best-seller, ça va être plutôt un choix qualitatif qui va permettre aux gens, disons, d'avoir un peu une façon de se promener en regardant des livres, mais qui ont été choisis par les lecteurs. On verra ce que ça donne. C'est la fin de Barnes & Noble? Peut-être pas forcément. Écoutez, la fin de Barnes & Noble, malheureusement, on l'annonce depuis très longtemps. Maintenant, vous allez dans un magasin Barnes & Noble, moi j'aime beaucoup. J'aime bien, moi aussi. J'adore. On trouve de tout, hein. Et puis voilà. Alors vous trouvez plus de jouets, vous trouvez plus de puzzles, de cartes de vœux que vous allez trouver de livres. Et ils sont en train d'essayer, disons, de vendre des produits. Et il y a de moins en moins de livres. Et en fait, si on veut vraiment, on cherche un livre, vous avez beaucoup de chances de ne pas le trouver. Malheureusement, chez Barnes & Noble, vous allez devoir le commander sur Amazon. Ouais, c'est fou. Ou de le lire sur place, parce que voilà, vous voyez beaucoup de gens. C'est assez fascinant, c'est de voir que on consomme, on regarde les magazines, pas forcément les livres qui font 300 pages, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui consultent les livres comme ça sur place. Absolument. Et vous avez un Starbucks dans le coin de Barnes & Noble et les gens prennent les livres, voilà, ils vont s'asseoir au Starbucks et ils passent la journée. Et voilà. C'est passionnant, c'est fascinant. On n'a pas assez de temps. Merci beaucoup Grégory Volokin donc d'être venu parler de ce secteur du retail. On se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction.